Écoutez, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents. On espère que encore quelques personnes vont pouvoir nous rejoindre dans les minutes qui vont suivre. Merci donc d'être présents pour cette table ronde et merci à nos intervenants d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Donc pour discuter du sujet que vous voyez affiché, donc la résilience, qui est le thème de Santexpo de cette année, au cœur de la santé mentale. Quel impact de la crise épidémique sur les patients suivis en psychiatrie? Donc nous essaierons d'aborder le sujet de façon assez large pour appréhender un peu toutes les facettes des questions qui sous-tendent à cette question, à cette problématique un peu générale. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, 4 intervenants qui ont accepté d'intervenir à cette table ronde. Donc tout d'abord le professeur Vincent Laprévotte, vous êtes professeur en psychiatrie et vous exercez au centre psychothérapique de Nancy. Merci. Le docteur Sylvie Boivin, vous êtes pédopsychiatre à l'EPSM du Finistère Sud. Vous êtes responsable de la Maison des adolescents de Cornouailles et de l'unité pour adolescents. Vous êtes également vice-présidente de la CME, votre établissement, et présidente de l'association de psychiatrie infanto-juvénile de Bretagne. Merci. Le docteur Christophe Schmitt, vous êtes psychiatre au CH de Jury, donc en Moselle, donc la Lorraine est très bien représentée. Vous êtes également président de la CME, votre établissement, et vous représentez aujourd'hui la conférence des présidents de CME de centres hospitaliers spécialisés. Et Pascal Mariotti, vous êtes directeur du Vinatier à Lyon et président de l'association des établissements du service public de santé mentale, à savoir l'ADESM. Alors pour intervenir donc pour évoquer le sujet donc de cette table ronde, peut-être une présentation en 2 temps. D'abord un premier temps, on va dire plutôt de retour d'expérience clinique de nos 2 premiers intervenants qui vont plutôt nous faire un retour sur tout d'abord le professeur Vincent Laprévotte sur la question de la prise en charge des patients en psychiatrie au plus fort de la crise épidémique et comment votre service s'est organisé pour assurer le dépistage, le bon suivi des patients au cœur de cette première vague. Et je vais tout de suite vous laisser la parole et nous présenter votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors je veux d'abord remercier les organisateurs de cette session et puis ainsi que particulièrement la FHF pour cette invitation. Donc effectivement, moi je travaille au centre psychothérapique de Nancy et je vais même vous parler de manière un peu plus large de ce qui s'est passé dans plusieurs établissements avec quelques chiffres notamment et on va se centrer dans cette présentation sur un moment particulier qui a été la première vague et ce qui s'est passé au moment de la première vague. Pourquoi particulièrement au moment de la première vague? Parce que tout le monde s'en souvient très bien, je pense. On a tous été saisis par l'arrivée de cette pandémie. Juste une petite photographie des 3 premiers mois de la pandémie, pour bien représenter ce dont on se souvient, c'est-à-dire qu'au début de la pandémie, on a quelque chose qui est arrivé du côté de l'Est, voilà, l'Est, la région parisienne, la région lyonnaise également, voilà, très touchée, avec une très forte mortalité dans ces zones-là. Quand la pandémie est arrivée, vraiment au tout début, nous sommes nombreux dans les établissements de psychiatrie à nous être dit on va avoir un problème puisque les données que nous avions faisaient remonter globalement qu'il y avait des patients plus à risque de faire des formes graves de Covid. C'était les patients qui souffraient de diabète, d'hypertension, ceux qui fumaient, ceux qui avaient de l'obésité, bref, ceux qui avaient un certain nombre de comorbidités, qui sont des comorbidités qui touchent beaucoup les patients qui sont suivis en psychiatrie, et en particulier les patients qui sont directement hospitalisés dans les services de psychiatrie, qui ont souvent des pathologies plus lourdes, ainsi que de plus nombreuses comorbidités. À cela s'ajoutaient les aspects collectifs des services de psychiatrie, l'organisation très collective d'un certain nombre de temps dans les services de psychiatrie, et puis la spécificité aussi du respect des gestes barrières dans un certain nombre de situations cliniques, notamment lorsque les personnes qui sont en soins ne sont pas en état de recevoir le message. Voilà. Et donc, dans ces moments-là, on a eu de vraies difficultés, notamment en début de pandémie. Ça, c'était les réflexions qu'on s'est tous fait dans les établissements, avec une très grande crainte par rapport à nos patients hospitalisés. Ça s'est vérifié par la suite, puisque là, je vous montre des données qui ont été recueillies par la suite, et vous voyez que dans de très nombreux pays, on a observé une surmortalité des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Aux États-Unis, une étude très large a pu démontrer que non seulement les patients
c'est la première étude qui est là, a pu démontrer que non seulement les patients avaient un plus haut risque d'être porteurs du virus, mais que donc ils avaient plus de risques également de formes graves et finalement une mortalité augmentée. Ça s'est vérifié également dans des études, tiens, il y a une petite erreur, dans d'autres études aux États-Unis, mais aussi une étude suédoise en Corée, d'autres études encore aux États-Unis, et puis en France, l'étude EPIPHAR qui a montré que la mortalité était multipliée par 2, par exemple si vous souffriez de troubles psychotiques. Une méta-analyse très récente qui date d'il y a quelques jours, qui a été faite par des auteurs français, Guillaume Font, nous confirme, sur l'ensemble des données de mortalité actuellement disponibles dans la littérature internationale, nous confirme que le risque de mortalité est augmenté pour les patients souffrant de troubles psychiatriques sévères. Le même Guillaume Font, d'ailleurs, a alerté à un moment, en étudiant le taux d'accès aux soins intensifs lorsqu'on souffrait de pathologies psychiatriques et qu'on avait besoin de soins intensifs étant porteur de Covid. Et il a démontré démontré qu'à certains âges, eh bien, il était plus difficile d'accéder aux soins intensifs lorsqu'on était vraiment dans une situation tout venant. Donc voilà, ça c'est un petit peu a posteriori, mais pris dans le feu de l'action, à de très nombreux endroits, nous nous sommes dit il faut faire quelque chose de spécifique, il faut développer quelque chose de spécifique pour ces patients-là. Et très rapidement, se sont montés, d'abord assez spontanément, dans différents endroits qui étaient très touchés. Je me tourne beaucoup vers Christophe Schmitt parce que à Jury-les-Messes, ça a été vraiment l'un des premiers établissements à mettre en place ce type d'unité, mais donc des unités spécifiques, psy, Covid, dont le but était de contrôler le risque épidémique dans les établissements, de concentrer les moyens de prévention et de soins, car souvenez-vous au début quand même de la pandémie, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de tenue supplémentaire à mettre, on manquait de tout, on manquait de gants, on manquait etc. Donc voilà, concentrer les moyens, homogénéiser les pratiques, donc avec l'idée d'avoir un double staff, psychiatrie, plus médecine générale, de manière à vraiment répondre à toutes les situations. Et donc, les indications, globalement, étaient les patients avec une suspicion ou une confirmation de Covid-19 et qui nécessitaient des soins psychiatriques hospitaliers, qui ne nécessitaient pas de soins de réanimation, à l'exception de l'unité qui s'est montée au GHU Paris-Sainte-Anne, parce qu'eux avaient accès sur place à une réanimation. Alors, ça s'est monté très spontanément, mais très rapidement, et notamment grâce à l'intervention de la conférence des présidents de CME de CHS, eh bien, il y a eu une certaine coordination très naturelle qui s'est faite, et finalement un dialogue qui a pu se monter entre les différents établissements. Et au plus fort de la première vague, eh bien, alors que les premières unités avaient ouvert mi-mars 2020, au plus fort de la première vague, mi-avril, vous aviez 89 unités qui étaient programmées sur tout le territoire. Alors, toutes n'ont finalement pas ouvert, mais 89 unités qui étaient programmées dans les différents établissements en cas de grosses difficultés. C'est dans ce contexte-là que, avec l'aide précisément de la conférence des présidents de CME, et puis avec l'aide également de la coordination des recherches en psychiatrie et santé mentale, aussi de la Fondation fondamentale, eh bien, il y a une étude observationnelle qui s'est montée dans ces différentes unités. Vous voyez ici, sur le tableau qui est ici, la liste des services qui ont participé à cette étude observationnelle pour savoir, mais que se passe-t-il dans ces unités, quel est le devenir des patients, etc. Ici, alors, donc, ce sont les données de cette étude que je vais vous présenter maintenant. Les données ont été publiées maintenant il y a quelques mois dans le journal Psychological Medicine. Et donc, on est très content et très fiers d'avoir pu les publier tous ensemble. Ici, vous avez les villes qui ont, les endroits qui ont le plus recruté. Vous voyez que dans le Grand Est, ça a beaucoup recruté, évidemment. Également,
dans le département du Rhône-Vinatier, également très fortement en région parisienne, et globalement quand même on retrouve ce qui s'est passé pendant la première vague et l'aspect cartographique que je vous montrais tout à l'heure, avec quelque chose de particulier sur le graphique ici que vous avez en rouge les nouveaux cas nationaux, le nombre de nouveaux cas chaque semaine, et en bleu le nombre de nouveaux cas dans les unités psy-Covid. Vous voyez qu'on a eu le même pic qu'en population générale, mais décalé d'une semaine, globalement, avec un maximum qui s'est placé une semaine après, et puis une descente qui a été beaucoup plus lente. Ça, c'est quand même assez frappant. Voilà. Beaucoup de patients, le premier diagnostic qu'on rencontrait dans ces unités, c'était la schizophrénie. 42% des patients retrouvaient également des troubles de l'humeur. Ça n'est pas vraiment une surprise, mais voilà, on avait une population qui était à l'image des personnes que nous recevons dans les services hospitaliers de psychiatrie, avec des gens qui avaient donc des facteurs de risque. Voilà. Quasiment 40% des patients étaient fumeurs. Un indice de masse corporelle moyen qui était à 25, donc assez élevé. Et donc globalement, les transferts en unité de médecine ont concerné seulement, c'est-à-dire globalement en unité de soins intensifs, ont concerné seulement 7% des patients. La mortalité a concerné 2% des patients. C'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup parce que maintenant, dans la phase où nous sommes, on n'a plus une mortalité de 2%, où que nous soyons, d'où que nous parlions, à part si on travaille dans un service de réanimation qui reçoit uniquement les formes graves de Covid. Sinon, on n'a pas une telle mortalité. Mais au moment de la première vague, au moment où la mortalité était très élevée, cette mortalité de 2%, elle était finalement assez contenue. Si on la compare, par exemple, aux études américaines qui, elles, relevaient 2 à 3 fois plus de mortalité dans les populations souffrant de pathologies psychiatriques au moment de la première vague. Alors, sans surprise, les personnes qui ont été le plus touchées par cette mortalité étaient des personnes plus âgées, qui avaient des symptômes respiratoires sévères, qui avaient un syndrome confusionnel, et puis les personnes qui avaient un diagnostic de démence étaient particulièrement touchées. Ce syndrome confusionnel nous a beaucoup surpris, on a beaucoup étudié ça. Par la suite, on a beaucoup entendu parler de neurocovid, et donc c'est la raison pour laquelle on s'est particulièrement intéressé à ce syndrome confusionnel. Et on a été assez surpris de voir que les personnes qui souffraient d'un trouble de l'humeur avaient très clairement un risque de syndrome confusionnel augmenté dans ces situations. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de ces données, c'est premièrement une dynamique assez particulière, un peu en décalage par rapport à la population générale. Beaucoup de patients souffrant de schizophrénie, fréquemment des syndromes confusionnels, donc ce neurocovid qui était vraiment une réalité et qui était une réalité dans les services de psychiatrie. Un faible taux d'aggravation et de décès, encore une fois, quand on compare par rapport aux études américaines en première vague, on est très contenu dans le taux de décès, avec à peu près 2 fois moins que ce qui était observé aux États-Unis. Et puis surtout, un point qui est important que je n'ai pas souligné avant, mais qui est vraiment très important pour nous, à notre connaissance, il n'y a pas eu de refus de réanimation sur cette cohorte, parce que nous avons relevé cette donnée. Et pour nous, c'était un point essentiel. Au début de la pandémie, souvenez-vous aussi que nous avions des services de réanimation qui ont été rapidement saturés. Et une vraie question s'est posée tout au début, qui était la question qui effrayait tout le monde, à juste titre, du tri des malades, avec des gros guillemets. Et je pense que l'un des principaux facteurs protecteurs de ces unités a été justement de pouvoir établir une interface avec les services d'aval lorsqu'il y en avait besoin, et donc facilement de transférer les patients une fois qu'on avait fait tout ce qu'il fallait, et si jamais il y avait besoin d'un transfert en réanimation, de pouvoir le faire de manière fluide. Un autre petit point de discussion que je voudrais aborder, c'est la très forte dynamique qu'il y a eu. Enfin, moi j'ai quand même été épaté par ce moment où, en très peu de temps, de telles unités se sont construites, en un mois finalement, de telles unités se sont construites dans des établissements
très divers. Et ce qui est particulier, il n'y a pas d'équivalent dans la littérature internationale, scientifique. Je suis régulièrement le sujet. Je n'ai pas trouvé d'équivalent à un plan national. Évidemment, des unités psy-Covid se sont créées comme ça à différents endroits. Dans le monde, aux États-Unis, on a beaucoup de traces de cela, en Grande-Bretagne, en Corée par exemple. Bon, voilà, ok. Mais le fait qu'à un niveau national, de manière identique, des établissements se soient mis à mettre en place des dispositifs aussi rapidement que ça et de manière aussi semblable, et bien finalement, il n'y a pas d'équivalent. Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on l'a fait de manière aussi coordonnée. Et ça, je crois que c'est quand même parce que nos établissements portent des valeurs communes et aussi des modalités d'organisation communes qui nous ont permis de trouver un langage commun très, très rapidement. Voilà. Alors, il me reste à vous remercier pour votre attention, et puis je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les personnes avec qui moi j'ai travaillé dans une unité Covid pendant cette première vague. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je retiens deux choses. D'abord que l'étude que vous avez pu réaliser finalement tord le bras un peu à l'idée de dire que les patients de psychiatrie seraient plus soumis à une plus forte mortalité dès lors qu'on met en place les moyens qui permettent l'organisation. Et on voit que compte tenu de la population qui est accueillie en psychiatrie, ça nécessite aussi de redoubler, on va dire, l'attention qui leur est portée. Et vous avez parlé de la collaboration avec la médecine générale qui était une nécessité pour pouvoir organiser les choses. Je me tourne maintenant vers Madame Boivin. Donc vous êtes d'une région qui a été beaucoup moins touchée et d'un département qui a été particulièrement peu touché. Néanmoins, vous avez pu observer au cours de votre exercice clinique depuis au plus fort de la crise et dans les mois qui ont succédé, l'émergence ou en tout cas le développement de certains troubles qui n'étaient pas forcément identifiés ou en tout cas pas forcément dans leur ampleur, et en particulier sur la population jeune, donc les enfants qui sont, où finalement on va dire le moment du confinement ou en tout cas les interrogations par rapport à l'avenir arrivaient peut-être à des moments qui sont charnières dans le développement de l'enfant. Et ce sont des choses que vous avez pu constater, donc vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Merci. Je vous remercie. Tout d'abord, je remercie la FHF de m'avoir invité à cette table ronde. Effectivement, mon propos va porter plutôt sur des aspects cliniques au travers de mon activité de pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Quimper, dans le Finistère, et au sein d'un service de consultation et d'hospitalisation, dans lequel j'exerce avec une dizaine de collègues. Tout d'abord, si on remonte à l'année 2020, cette première vague, à cette époque-là, nous avons constaté lors du premier confinement une grande capacité des familles et des jeunes à faire face à cette situation inédite. Effectivement, comme on l'a vu dans les deux diaporamas de mon confrère, la pandémie a très peu touché la Bretagne, et en particulier le Finistère, en tout cas pas de manière directe. Le confinement en zone rurale ou semi-urbaine a certainement été moins pénible que pour nos concitoyens de grandes agglomérations. Nos équipes ont maintenu les suivis des patients, accueilli les nouveaux tout au long de ces confinements, en proposant de manière prioritaire des consultations plutôt téléphoniques, parce que la visio n'a jamais très bien fonctionné sur mon établissement, ou des rendez-vous physiques si c'était nécessaire. Alors les entretiens téléphoniques étaient quand même assez peu pertinents pour des jeunes enfants, ou pouvaient être une interface limitant la rencontre pour certains jeunes, tandis que pour d'autres jeunes, ils ont pu aisément s'en emparer et échanger de manière beaucoup plus fluide que lors des rendez-vous médicaux traditionnels. Les jeunes pouvaient ainsi décrire, impliquer directement le clinicien dans leur environnement, se laisser aller davantage à une parole libre, alors qu'ils se sentaient en sécurité, en position confortable dans leur espace, débarrassés du souci de leur présentation physique, de l'engagement du corps et du regard dans la rencontre, qui peuvent être une vraie source d'inhibition pour certains adolescents. Et aujourd'hui, pour ces jeunes, des consultations téléphoniques sont toujours proposées, en alternance avec des rendez-vous physiques réguliers. Il était aussi assez riche et agréable pour les cliniciens de constater un réel investissement par les patients des entretiens, ceux-ci constituant les rares moments de contact avec l'extérieur et cassant la routine du confinement. Donc on recueillit beaucoup de matériel clinique à cette époque. Un apaisement initial a été constaté pour de nombreux patients.
cette période étant vécue comme une période de pause, voire de vacances bonus. Vive les corona-vacances, me disait un ado, pourtant aux tendances hypocondriaques. Beaucoup de jeunes en souffrance en milieu scolaire, et notamment dans leurs relations avec leurs camarades, ont trouvé une forme de répit avec l'enseignement à distance. Certains enfants se sont rapprochés de leurs parents, soudainement plus disponibles. Les jeunes et leurs familles ont semblé prendre beaucoup de recul à cette période et se concentrer sur des valeurs plus essentielles, relativiser les problèmes ordinaires et faire des efforts pour vivre ensemble en huis clos, alors que les appuis extérieurs étaient très réduits. On a pu constater à quel point les familles avaient des ressources pour faire face à cette situation et même en tirer parti. Des parents ont pu ainsi mesurer les difficultés de leurs enfants dans les apprentissages, s'impliquer davantage auprès d'eux et avoir des attentes plus réalistes et ajustées vis-à-vis des enseignants ou des soins. Il a même été constaté un effet galvanisant dans la mobilisation contre la pandémie chez certains patients. Par exemple, dans mon unité d'hospitalisation, les adolescents, plutôt passifs jusqu'alors, pour certains, se sont mis à apprendre à coudre à la machine, confectionner des masques en tissu pour leur entourage. Une de mes patientes, suivie en ambulatoire, qui est très angoissée socialement, a livré au CMP à plusieurs reprises, avec beaucoup de fierté, des dizaines de masques cousus main avec le tissu de l'entreprise locale de marinières. Néanmoins, déjà à cette période, nous avons rencontré quelques situations de jeunes consultants pour des troubles anxio-dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, jusque-là inconnus de nos services. Une part de ces jeunes se sont retrouvés totalement isolés au sein de leur famille, ne bénéficiant plus de ressources extérieures pour compenser et échapper à des climats familiaux délétères. Des inquiétudes fortes ont pu concerner nos patients présentant de lourds troubles du comportement et la capacité des familles à faire face avec des relais très réduits. Sans qu'il y ait eu de drame à notre connaissance, un épuisement important de ces familles a été constaté, malgré les interventions de nos services. La réouverture des lieux de prise en charge médico-sociaux, comme les IME et les ITEP, à l'issue du premier confinement, a permis de retrouver un relatif équilibre. Donc plutôt confiants finalement à l'issue de cette période, nous n'avons pas anticipé l'effet délétère à plus long terme de l'isolement et de la perte du lien social sur la santé. C'est à partir de la rentrée 2020 que nous avons réellement constaté, dans le Finistère, une dégradation nette de la santé mentale des jeunes, et ce, tout au long de l'automne et de l'hiver, avec une demande très accrue en consultation et en hospitalisation. L'état psychique des patients était globalement plus dégradé que les primo-consultants habituels, avec des idées suicidaires marquées, même chez de très jeunes adolescents, voire des enfants. Un lieu d'accueil et de prévention comme la Maison des ados a vu son activité bondir de 46% en début d'année 2021, tandis que nos services d'hospitalisation voyaient des listes d'attente s'allonger, avec l'angoisse des professionnels de ne pouvoir proposer les soins nécessaires dans les meilleurs délais. Et je précise qu'habituellement, nous n'avons que quelques jours d'attente pour les hospitalisations. Les services de pédiatrie ont énormément absorbé cette vague et ont pu accueillir à Quimper parfois jusqu'à 70% de troubles psychiques sur leur lit disponible, alors que les infections habituelles, telles que les bronchiolites et les gastro-entérites, étaient au plus bas, ce qui n'est pas le cas cet automne. Les points de fragilité en lien avec la pandémie ont été repérés comme tels. Tout d'abord, l'isolement social prolongé a plongé certains jeunes, notamment les étudiants, dans une forme de désespoir, de difficulté à se projeter, de perte de sens par rapport à leurs études. Souvent, ces jeunes avaient des petites fragilités préalables, mais rien qui ne relevait d'un trouble psychiatrique. Certains ont pu témoigner se sentir être des imposteurs, ayant validé leur année d'études antérieure ou un diplôme comme le bac de manière automatique, alors qu'ils avaient complètement décroché au cours de la période de confinement avec l'enseignement à distance. Ils n'avaient plus aucune confiance en eux et ne pouvaient pas s'appuyer sur leurs pairs ou se comparer, étant totalement isolés. Deuxièmement, le contexte anxiogène de la pandémie, l'expérience de confinement prolongé dans le cocon familial, a mis en difficulté beaucoup d'adolescents au moment du déconfinement. Ces jeunes ont pu consulter pour des troubles phobiques, une anxiété sociale, une incapacité à sortir de chez eux et souvent à se rendre à l'école. Les demandes d'aménagement de scolarité à temps très partiel pour ce type de troubles ont explosé. Ces jeunes, qui constituent encore une grande partie de nos files actives, n'ont aucune confiance dans l'extérieur, qui pour eux est une source de contamination, de contraintes multiples requérant des efforts d'adaptation et parfois de malveillance quand des vécus de harcèlement en milieu scolaire ont préalablement existé. Troisième point, le désinvestissement scolaire, l'oisiveté et l'abus d'écran prolongé pendant le confinement ont pu avoir également des effets sur des jeunes incapables de reprendre un rythme contraint et de fournir un effort demandé par un tiers extérieur.
Un renoncement à s'inscrire plus tard dans une vie sociale est souvent présent dans le discours de ces jeunes, recroquevillés sur eux-mêmes. Quatrièmement, la précarité socio-économique des parents et l'incertitude par rapport à l'avenir a été également un facteur de déstabilisation pour certains jeunes confrontés au désarroi de leur famille, générant une grande insécurité. La dégradation de la santé mentale de certains parents dans ce contexte, avec l'augmentation des addictions, des violences familiales, ont également eu un fort impact avec une augmentation des signalements aux services sociaux pour des situations où le sanitaire seul ne pouvait suffire. Nous avons également observé une forte augmentation de certains types de pathologies en dehors des troubles anxio-dépressifs comme les anorexies mentales chez les jeunes filles. La fin de l'année scolaire 2021 et la période estivale ont offert une période d'accalmie, mais quelques semaines après la rentrée scolaire, nous sentons à nouveau une croissance des demandes de soins relevant des effets à plus long terme de cette période particulière. Du côté de l'organisation des soins, je voudrais souligner le contexte privilégié dans lequel nos équipes exercent. Notre hôpital garde une taille encore humaine avec ses 1000 salariés, des effectifs médicaux et infirmiers sont encore bien pourvus, et les services administratifs sont proches des équipes, et toutes les décisions concernant l'adaptation à la crise s'est faite en concertation quotidienne, transparente, entre l'équipe de direction et les acteurs de terrain, ce qui a mené à des décisions bien acceptées et adaptées aux problématiques spécifiques de chaque service. Alors, nos unités Covid, on n'a pas pu participer à l'étude parce que je crois qu'on a eu 2 patients, 1 an et demi. Voilà. Je ne ferai pas de prédiction. Je garde un certain optimisme pour l'avenir avec ce lien social à nouveau possible malgré les restrictions et dont on comprend toute l'importance aujourd'hui pour l'équilibre humain. La collusion de la pandémie avec les perspectives peu réjouissantes du réchauffement climatique sont des facteurs anxiogènes importants pour notre jeunesse et nous mettent tous, soignants, mais surtout société civile, au défi de les affronter avec nos ressources collectives. Les capacités de résilience d'Homo sapiens sont immenses et les acteurs publics en santé mentale, bien que fragilisés dans de nombreux établissements, restent encore, je le crois, mobilisés pour ceux qui se retrouveraient temporairement dans l'impasse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que la crise épidémique est née finalement une deuxième crise qui est véritablement une crise de la santé mentale liée à tous ces événements exogènes, les confinements qui a généré des incertitudes, une désorganisation des liens sociaux et des repères qui a été particulièrement problématique sur un public fragile. Peut-être 3 petits enseignements. D'abord, tout de même reconnaître que cette crise finalement a permis aussi de mettre en lumière la question de la santé mentale, qui était souvent mise de côté. Voilà, on voit vraiment que le sujet est quand même revenu assez au centre des discussions, que cette crise a généré et développé de nouveaux troubles, comme vous avez pu l'indiquer, et qui sont multifactoriels, tant par rapport à la situation du public concerné, vous avez parlé de la précarité, mais également au regard des enjeux, et vous avez notamment évoqué la question de la crise écologique, et je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais également, cette crise a mis aussi en lumière, finalement, les difficultés intrinsèques de la question de la psychiatrie, tant dans son organisation, dans la question de ses moyens, qu'ils soient financiers ou en matière de ressources humaines, et que cela pose aussi des enjeux en termes de réponse aux besoins de santé. Je me tourne du coup maintenant vers Christophe Schmitt pour commencer, pour justement on va dire ce deuxième temps de la conférence plutôt sur la question de la prospective. Quelles sont pour vous les perspectives sur le sujet de la santé mentale? Quels sont les enjeux qu'ont posé cette crise épidémique au regard du secteur? Je vous laisse la parole. Merci. Bien, merci pour l'invitation. Je vais prendre un peu au propos où Vincent Laprevotte était arrivé, c'est-à-dire que c'est vrai que cette crise sanitaire a quand même montré la capacité de la psychiatrie au sens général, on va dire, de prendre son destin en main et de s'auto-organiser. C'est vrai que c'est parti au départ des établissements qui étaient les plus touchés, mais je pense qu'on a mis en place vraiment une coordination entre les établissements dont l'idée était à la fois d'avoir en temps réel du retour d'expérience, mais aussi de pouvoir élaborer collectivement des préconisations qu'on pouvait diffuser à l'ensemble des établissements. Donc là, on a parlé des unités psy-Covid, mais on pourrait parler de la question de la gestion des masques, on pourrait parler de la question des tests. Enfin, on a abordé toutes ces questions au fur et à mesure, et c'était extrêmement important de pouvoir diffuser à l'ensemble de la profession, surtout que
au début, il y avait des régions qui étaient moins bien touchées, donc ça a permis à certaines régions de pouvoir mieux se préparer, puisqu'elles avaient le retour d'expérience des établissements qui étaient le plus en difficulté. Donc ça c'était extrêmement, je dirais, intéressant. On avait un groupe d'échange, un groupe WhatsApp. Enfin, il y a eu vraiment des choses très 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 dynamiques. Et puis est arrivée la mise en place de la Commission nationale de la psychiatrie. Et c'est vrai que là, du coup, les choses se sont institutionnalisées, puisqu'il y a eu, dans le cadre de la Commission nationale de la psychiatrie, il y a le groupe opérationnel de la psychiatrie qui est en collaboration avec la DGOS. Et là, le premier groupe qui s'est mis en place dans le cadre du GOP, c'est le groupe Covid. Et ce groupe Covid, maintenant, il fonctionne vraiment en synergie avec la DGOS. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque on a pu faire du lobbying concernant la vaccination. Au départ, les patients souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques n'étaient pas positionnés dans les prioritaires, et assez rapidement, il y a eu une prise de conscience que c'était vraiment important de vacciner, et en particulier dans les établissements. Donc là encore, mais là avec une dimension encore plus importante, puisque là on était en coordination, même s'il y avait des contacts évidemment avec la DGOS avant, mais là les contacts avec la DGOS ils sont organiques, et donc du coup ils permettent vraiment une remontée très, très rapide de ces questions-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le GOP se réunit sur la thématique Covid moins fréquemment, même s'il y a encore des difficultés, jusqu'à une époque c'était quasiment hebdomadaire, mais néanmoins ça reste une préoccupation tout à fait importante. Je voudrais citer donc le professeur Lejoyeux, qui est le président de la Commission nationale de psychiatrie, qui dans une interview au Monde disait que c'était une crise avant tout infectieuse et médicale, mais qui a été d'emblée placée sous le sceau de l'émotion, posant la question de comment s'adapter et résister psychologiquement à cette situation inédite. La psychiatrie est apparue comme un élément essentiel du dispositif pour soutenir les équipes, mais plus largement pour participer à une réflexion sur la résistance émotionnelle. Cela me paraît assez nouveau. Jusqu'ici, les méthodes pour protéger son esprit apparaissaient comme des approches de confort. Elles sont devenues aujourd'hui une nécessité. C'est peut-être effectivement toute l'essence de la question de la santé mentale. Donc point d'orgue a peut-être été les assises de la santé mentale et de la psychiatrie là, au mois de septembre. On peut quand même penser qu'il n'est pas du tout certain que ces assises auraient eu lieu si la crise sanitaire n'était pas passée par là. Je dirais que ça, c'est quand même un effet, entre guillemets, collatéral, mais de mettre le focus et l'accent sur la psychiatrie et la santé mentale de cette façon-là, je pense que c'est assez inédit dans notre pays. Alors, c'est vrai qu'il y a à la fois des conséquences psychiatriques de l'infection Covid, on a parlé un peu tout à l'heure des syndromes confusionnels, mais je crois qu'on oublie que finalement les troubles les moins spectaculaires, qui sont les troubles anxieux, l'insomnie, la dépression, le stress post-traumatique pour les patients dont le pronostic vital a été engagé, les troubles obsessionnels compulsifs, sont des troubles qui surviennent très fréquemment à moyen terme chez des patients infectés par le Covid-19, même lors de formes bénignes. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même important. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, la mortalité elle est moins importante, mais il ne faut pas du tout sous-estimer cette question des troubles psychiatriques associés, et leur repérage est, à l'heure actuelle, quand même un enjeu important. Bon, je ne reviendrai pas sur les conséquences, je dirais, plus générales de la crise sanitaire sur l'ensemble de la population, en particulier ce qui concerne les enfants et les adolescents, mais il est évident que, et ça c'est, je dirais que assez rapidement, d'ailleurs, on a parlé de troisième, voire de quatrième vague. Enfin, on pourrait parler maintenant de cinquième vague psychiatrique, donc ce qui montrait bien le défi auquel on était confronté. Mais voilà, les symptômes
anxiété, dépression, troubles du sommeil, mais aussi tentatives de suicide sont des choses qui ont, enfin, je dirais, pas explosé, mais qui ont en tout cas été en augmentation significative tout au long de la pandémie qui n'est pas encore terminée. Et c'est vrai que c'est des enjeux qui sont colossaux parce que c'est sûr qu'on meurt rarement d'un problème de santé mentale, hein, mais on sait que c'est une cause de mortalité prématurée. Et donc à l'heure actuelle, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sorti de la crise, et il y a un vrai travail à faire, je dirais, de prévention. Et ça, c'est vrai qu'en France, on n'est peut-être pas très bon dans ce domaine-là. C'est vrai que ça a été l'occasion de rappeler, cette crise sanitaire, que les troubles mentaux, c'est le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie, par pathologie. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. On a beaucoup déploré, surtout dans les premiers temps, qu'on avait du mal à suivre les choses. On manquait d'aspect, enfin, finalement d'aspect observationnel. Bon, là maintenant c'est réparé avec Coviprev, mais je voulais vous donner le dernier baromètre que j'ai pris sur le site. Quand même, à l'heure actuelle, la perception positive de la vie en général, c'est un niveau qui est de moins 5 points par rapport au niveau hors épidémie. Donc on voit bien que les impacts encore actuels. On a 16% des Français qui montrent des signes d'un état dépressif. Donc c'est plus 6 points par rapport au niveau hors épidémie. 26% qui montrent des signes d'un état anxieux, c'est très élevé, plus 12 points par rapport au niveau hors épidémie. Et 70% des Français qui déclarent avoir des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours, plus 20 points par rapport à hors épidémie. Et 10% qui ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, donc c'est encore un niveau élevé, 5 points par rapport au niveau hors épidémie. Donc on voit bien que ce contexte de crise sanitaire a des impacts vraiment réels, tangibles, sur l'ensemble de la population. Et c'est un vrai défi qu'on a aujourd'hui à relever, surtout dans dans une problématique aujourd'hui où et les psychiatres et maintenant les personnels non médicaux deviennent difficiles dans certains endroits à recruter, et on a des vrais manques à ce niveau-là. Dernier mot quand même, enfin pas dernier mot, mais je pense aussi que le Covid a eu des répercussions très importantes sur les soignants. Hors pandémie, les soignants, ils sont le plus à risque dans la population générale d'avoir des troubles mentaux et d'être sous-diagnostiqués et sous-traités. Donc voilà, ça c'est déjà la réalité. Même si en psychiatrie, on n'a pas été en première ligne comme nos collègues aux urgences ou en réanimation, néanmoins, on a été confronté aux inquiétudes des patients, à des clusters inévitables dans nos établissements, à vraiment des vraies difficultés de prise en charge tout au long de la pandémie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est aussi un effet qu'on ressent aussi dans le domaine de la psychiatrie. C'est un effet qui est bien mesuré aussi dans les autres services, c'est-à-dire qu'un certain nombre de départs, de reconversion sont vraiment en lien avec la pandémie. Ce phénomène n'épargne pas la psychiatrie. Donc, je crois que sur la profession a montré une très forte résilience, ça c'est sûr, mais elle a montré aussi, à un moment donné, les limites de cette résilience. C'est, je pense, que les problèmes qui sont liés à la démographie et médicale et paramédicale, c'est les limites de cette résilience. Dans les choses les plus marquantes que je relèverai, c'est quand même, surtout dans la première phase et les premiers confinements, c'est le développement exponentiel de la téléconsultation, qui a été quelque chose de vraiment tout à fait incroyable, surtout qu'il y avait beaucoup de réticences préalables dans la profession. Aujourd'hui,
on est revenu, je dirais, les choses sont revenues un peu à la normale dans la façon de fonctionner. Néanmoins, on observe que cette pratique est devenue, je dirais, intégrée au panel, et d'ailleurs c'est même reconnu par la TIH, puisqu'il y a une codification maintenant qui a été rajoutée pour la téléconsultation et la consultation téléphonique. Donc voilà, je crois qu'il y a une vraie évolution. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il reste quand même encore à codifier ce type de pratique, parce que finalement, on a fait, ça a été, je dirais, on a développé un savoir expérientiel, mais on ne l'a pas vraiment théorisé, même s'il existe un certain nombre de pays où les choses sont beaucoup plus avancées dans le domaine. Je crois qu'il faudrait se garder de penser que ça peut être une réponse à toutes les difficultés qu'on rencontre justement sur le plan de la démographie médicale, parce que là encore, d'abord, il y a une grande hétérogénéité de l'appropriation des techniques numériques dans la population. C'est plus facile chez les jeunes que chez les personnes âgées, c'est évident. Et puis, plus on est isolé, plus c'est compliqué. Et puis, il y a des zones encore en France où, de toute façon, vous n'avez pas Internet, ou enfin, de cas de très mauvaise qualité. Il est hors de question de faire une visio correcte. Même d'ailleurs à Marseille, parce que hier soir, on avait une visio avec des collègues, et à Marseille, dans les quartiers nord, c'est compliqué. Donc là, il y a un vrai enjeu sur ce plan-là. La pandémie, elle a clairement eu un effet grossissant sur les défauts de notre système de santé. Là, j'ai parlé de la question de la prévention. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit bien la problématique sur les médecins généralistes qui sont peu formés à l'approche, à la psychiatrie et à l'approche de la santé mentale, qui ont des réponses qui sont souvent médicamenteuses. L'accès aux psychologues, il va évoluer, mais là, c'est vrai que pour l'instant, il est quand même très limité par l'aspect financier. Et on peut s'interroger si sur un accent important avait été mis sur la prévention, si on n'aurait pas eu effectivement des crises suicidaires, des dépressions qui n'auraient pas été présentes aux urgences. Là, hier soir, on avait une réunion du sous-groupe de la pédopsychiatrie de la Commission nationale de la psychiatrie. Et c'est vrai que là, le constat était un peu morose, parce qu'il y a une enquête qui a été faite justement pour permettre d'anticiper les difficultés qu'on voit venir à l'heure actuelle, c'est-à-dire de très nombreuses crises suicidaires d'enfants et d'adolescents qui viennent aux urgences. Et ce que disait Sylvie, c'est qu'effectivement, je dirais l'année dernière, c'était très confortable parce qu'on faisait hospitaliser en pédiatrie. Et en fonction des organisations locales, on arrivait à assurer... Là, cette année, c'est très différent. Et là, il y a un vrai enjeu de comment faire face aujourd'hui, je dirais, à cette augmentation d'activités concernant les enfants et les adolescents, sans obligatoirement l'outil de la pédiatrie qui permet de pouvoir justement hospitaliser, même transitoirement, des jeunes qui le nécessitent. Et là, du coup, on essayait un peu de voir de façon prospective quelles pourraient être les réponses. On sait bien que même si un accent a été mis très fortement, par exemple sur la pédopsychiatrie, c'est sur l'année écoulée, il faut 15 ans pour former un pédopsychiatre. Donc ce n'est pas du jour au lendemain où on va pouvoir faire relever ce défi-là. C'est à peu près le même temps pour former un psychiatre. Donc on voit bien que la question des ressources médicales, on ne va pas la résoudre rapidement. Donc quelles sont les pistes qu'on peut avoir ? La question des psychologues, ils ont été mis un peu en avant sur la question du remboursement, mais comment intégrer mieux, plus efficacement les psychologues dans nos équipes ? C'est un vrai enjeu. Il y a un rapport récemment sur l'évolution des professions qui... là, j'ai plus le nom, monsieur...
Cyril Isaac Sibyl, voilà, c'est ça, qui parle justement de cette nécessité de l'évolution et peut-être de faire appel aux psychologues qui sont, je dirais, volontaires pour une meilleure intégration puisque là, la profession est traversée sur ce plan-là sur des orientations assez diverses. La question des IPA est bien évidemment est centrale, mais néanmoins, là encore, il faut du temps pour former des IPA. Donc c'est vrai que les ressources qu'on a à disposition le plus rapidement possible, ça serait sans doute effectivement la piste des psychologues. Et puis de façon globale, c'est finalement la montée en compétence de l'ensemble du dispositif. Et c'est vrai que ça, c'est des pistes, je dirais, qui font plus ou moins consensus dans la profession. Je crois que plus on est touché par les difficultés, plus on est, je dirais, créatif. Néanmoins, la réflexion aussi qu'on avait hier, c'est que du coup, le métier de psychiatre et de pédopsychiatre, il va forcément changer dans ces perspectives-là. Et on n'est pas obligatoirement formé par rapport à ça, et même les jeunes collègues ne sont pas obligatoirement formés par rapport à l'évolution d'une profession qui serait allée vers plus de coordination finalement. Donc du coup peut-être moins de soins cliniques directs, puisque ce soin clinique direct il serait plus laissé à d'autres professionnels. Et ça c'est un vrai défi, parce que je pense que là-dessus, dans la profession, il y a encore vraiment des façons très différentes de voir les choses, et tout le monde n'est pas prêt à bouger et à faire évoluer. Ce qui me semble aujourd'hui, en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'évolution de l'ensemble de nos métiers si on veut pouvoir répondre aux défis de demain. Merci beaucoup Christophe pour ce point de vue. Je retiens dans beaucoup de choses la question du repérage, de la prévention, puisqu'on a vu l'explosion d'un certain nombre d'indicateurs sur le taux de dépression, d'anxiété, la question du recrutement, de la démographie médicale et paramédicale, la question de la santé mentale des soignants que vous avez évoquée, la question des nouvelles technologies, la question également du lien avec la ville et de la formation de la médecine générale. Du coup, je me tourne vers Pascal Mariotti. Même question finalement, quelle perspective pour le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale pour faire face à l'ensemble des enjeux qui ont été révélés au moment de la crise? Merci Aurélien. Merci également à la Fédération, parce que c'est jamais évident d'imposer ou d'ouvrir le débat sur la psychiatrie et la santé mentale. Puis merci à vous d'être présents, parce qu'on s'est parfois trouvé bien plus seul dans ce type de colloque. On verra que le propos est convergent. Je resterai assez près de mon texte, comme le temps est limité, donc excusez si c'est un peu monocorde à certains moments. Moi, suite aux échanges préparatoires qu'on a pu avoir la semaine dernière, je suis parti sur la piste de questionner les temporalités. Et vous verrez que ce n'est pas contradictoire avec ce qui a été dit précédemment, bien au contraire, parce que je pense qu'elles nous disent quelque chose de nos capacités, de nos difficultés, et puis comme tu nous y invites, de nos enjeux prospectifs. Alors je vais peu m'attarder sur les questions qui sont plutôt à terme qui relèvent d'une temporalité immédiate, qui était celle de la crise. Ça a été beaucoup souligné, notamment par Vincent Laprévotte. Je pense que personne, y compris au sein de la psychiatrie, n'aurait parié qu'on y arriverait aussi vite et aussi spontanément, parce qu'on avait quand même une incertitude majeure sur notre capacité d'adaptation. Dieu sait si on se prend la tête parfois sur ces sujets, et si on nous le reproche aussi, d'être trop conservateur, trop statique, ou que sais-je encore. C'est la démonstration que face à la nécessité, on sait s'adapter et qu'on est capable de le faire. Et ça, c'est prospectif, parce que ça doit guider aussi des choses pour la suite. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'éphémère, parce qu'il y a beaucoup de sujets, on peut les lire un peu avec un effet de double facette, soit positivement, soit négativement. On le voit bien dans la question, par exemple, de la télépsychiatrie. Qu'en reste-t-il exactement après tout ce qu'on a pu dire sur son émergence quasiment spontanée, mais inversement, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire demain à partir de l'expérience qui a commencé de naître à travers la crise Covid et dès la première phase. Je ne développerai pas ce point, mais ce n'est pas contradictoire avec ce que Christophe a pu dire précédemment.
Moi, il y a un point sur lequel je voudrais insister, parmi aussi les confirmations, parce que pour moi, elles sont de longue durée et au plan prospectif, elles confirment les orientations vers le rétablissement, vers la réhabilitation psychosociale, etc. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on postulait, y compris souvent en psychiatrie, on a montré, malgré les difficultés et malgré les problèmes de comorbidité, les pathologies qui peuvent aggraver certains comportements, que nos patients étaient résilients, qu'ils étaient, et les personnes concernées, puisqu'il ne s'agit pas que des patients hospitalisés ou suivis immédiatement par la psychiatrie, qu'ils avaient le souci de se protéger pour la plupart d'entre eux, qu'ils avaient la capacité pour la plupart de respecter les recommandations. Alors, c'est des points d'ailleurs qu'on pourrait développer, y compris parce que malheureusement, on a aussi beaucoup dans leur parcours hospitalier et extra-hospitalier, mais notamment hospitalier, conditionné ou appris à ces personnes à se confiner, à s'isoler. Et les patients nous l'ont dit. Donc ça interroge aussi sur les pratiques et les orientations qui sont les nôtres. Vincent Laprévotte, et je ne développerai pas, à évoquer le fait qu'effectivement, on a évité les craintes qui étaient les nôtres de voir des refus de soins, etc., ou des phénomènes de tri. En soulignant au passage que la situation des personnes concernées et des patients suivis en extra-hospitalier, à l'inverse, est restée assez peu documentée et qu'on a à progresser en la matière. À court terme, pour moi, quels sont les enseignements ? Je crois qu'on est bien conscient que la crise telle qu'elle commence d'être gérée au plan national par les différents comités scientifiques ou par les différentes structures associant politiques et scientifiques, elle passe quand même assez largement à côté des effets non pas propres à la psychiatrie, ça on s'en empare, et on le fait spontanément, avec nos interlocuteurs de la DGOS et de la mission nationale. En revanche, la question des effets d'une crise durable de ce type et d'un confinement sur la santé mentale des populations, il faut attendre essentiellement le second confinement pour qu'on commence à en parler un peu plus sérieusement jusqu'aux assises et à tout ce qui a été souligné par les intervenants précédents. On a aussi attendu le second confinement, et vous l'avez évoqué à travers vos exemples, pour prendre conscience des effets plus forts de ces situations anxiogènes, etc., sur certaines catégories plus directement impactées ou plus fragiles face aux impacts d'un confinement et des retraits sociaux, etc., que ceci impliquait. Point n'est besoin de rappeler que ceci a commencé par les étudiants, mais également les jeunes adultes, puisqu'on a beaucoup focalisé sur les étudiants, mais quand on regarde les données, on voit bien qu'il ne s'agit pas que d'étudiants. La question évidemment des mineurs, que vous avez utilement souligné, des adolescents qui quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard nous a début 2021 rapidement rattrapés. Sans nul doute aujourd'hui les enfants, puisque la question commence aussi de se poser. Et puis peut-être aussi, parce qu'on en parle très peu, mais les personnes âgées, et notamment celles qui sont au domicile ou suivies par la psychiatrie, que comme d'habitude on n'entend pas ou dont la voix n'est pas entendue, si tant est qu'elle s'exprime, et qui sont sans doute aussi des populations à risque, et pas uniquement à risque de Covid et de mortalité. Alors, je crois qu'en fait, quand on dit ça, il y a quand même la mise en exergue, et là-dessus on a encore matière à progresser, de la difficulté des scientifiques et des politiques à conceptualiser la dimension psychique de toute crise de cette nature, et en particulier une crise sanitaire, mais peut-être pas que, si on s'intéresse à la prospective. Ensuite, et ça a été signalé, je vais avancer rapidement, c'est la mise en évidence des lacunes structurelles de notre système de santé, qui sont souvent aggravées en santé mentale, et là je vais plutôt me porter sur la santé mentale que sur la psychiatrie à proprement parler, pour élargir le spectre, notamment, on l'a dit, les limites de la prévention, les défauts d'indicateurs de santé publique en population générale, et donc également aggravés pour les populations à risque, même si là, des correctifs ont commencé de se mettre en place avec Santé publique France, etc., et les tableaux de bord dont on peut disposer. Mais on voit aussi qu'il y faut de la recherche en la matière, il y faut aussi de la ressource pour chercher et pour construire des systèmes de santé publique étayés et dignes de ce nom. C'est aussi le constat, ça a été signalé, des limites des dispositifs ou du maillage en santé mentale et de la fragilité, quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas une critique en soi, de la première ligne dans notre pays. Christophe l'évoquait pour les médecins généralistes, avec, on le voit bien,
même si on a joué notre rôle, des effets de report sur l'hôpital, de certains états de crise qui auraient pu être évités ou pris en charge différemment, le recours à l'urgence. Bon, le Vinatier en fait partie des quelques établissements qui ont un service d'urgence pour l'ensemble de la métropole de Lyon. On ne s'en est pas forcément rendu compte parce qu'on s'était réorganisé précédemment, mais c'est quand même 15% d'augmentation de l'activité d'urgence sur l'année 2020, c'est pas rien. Et là, ça continue cette année. Et là, il va falloir rentrer un peu plus précisément dans l'analyse, forer le sujet, avec dans les dernières semaines, alors qu'on était en moyenne, il n'y a pas que nous sur ces urgences-là, mais avec 25 passages aux urgences par jour, on est monté progressivement à 35, et aujourd'hui on a des pointes à 50. Ça dit quand même aussi de l'état de souffrance psychique d'une population et du recours à l'urgence et des motifs de recours à l'urgence. On pourrait aussi évoquer évidemment la question des conduites suicidaires qui recoupent certaines populations, et en particulier les jeunes qui sont venus parmi les premiers saturer nos dispositifs de prise en charge des mineurs. C'est aujourd'hui de façon plus générale, et ça a été signalé par les intervenants précédents, la saturation des dispositifs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors à moyen terme, et bien entendu ce qui est à court terme finit aussi par le devenir, quels enseignements peut-on tirer ? Moi, je pense, si je regarde un peu le screening des établissements, et quand on regarde les échanges qu'on peut avoir au plan national, y compris dans les groupes de concertation ministériels, que les établissements qui ont mieux fait face dans la durée, ce n'est pas une loi générale, hein, c'est pas aussi précis que ça, dans un paysage dont on sait qu'il est contrasté, et notamment en termes de ressources médicales et paramédicales disponibles, eh bien, ce sont notamment les établissements qui, pour des raisons diverses et variées, avaient, à travers leur projet, me semble-t-il, anticipé la modernisation de leur offre de soins et qui, donc, dans une phase de crise, ont pu capitaliser, notamment à partir de la seconde, je ne parle pas de la réaction immédiate de la première vague, du premier confinement, mais à partir de la seconde vague, et puis maintenant qu'on s'inscrit dans une forme de durée, qui ont pu faire face aux nécessités, en reconnaissant de toute façon, et on ne s'en est pas caché, qu'en termes de transformation de l'offre, le Covid, face à la nécessité, comportait aussi, ça peut paraître paradoxal de s'exprimer comme ça, des dimensions d'opportunité permettant d'accélérer certaines transformations, parce que de toute façon, il fallait les réaliser, et que ceci vient corroborer le fait que la psychiatrie est finalement capable de s'adapter bien plus vite qu'elle en avait elle-même l'idée. Alors on retrouve parmi ces dispositifs, pour préciser, l'émergence qui a été d'ailleurs relayée lors de l'appel à projet de l'année dernière du FIO, le dispositif d'appel et d'orientation au service de la population, en population générale, certains dispositifs de crise, en particulier pour les mineurs, ou l'émergence ou la structuration de la permanence des soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui est aussi un sujet qu'on a devant nous dans beaucoup d'établissements, l'approfondissement ou l'accélération de la mise en œuvre de dispositifs mobiles et en particulier de modes d'intervention plus intensifs au domicile qu'on retrouve dans le sujet du financement, qu'on retrouve dans le sujet des autorisations d'activité. Donc il y a cohérence qui est en train de se construire en la matière. C'est aussi le renforcement des interactions avec les institutions en charge des accompagnements sociaux et médico-sociaux, alors même que lors du premier confinement, on a beaucoup regretté et beaucoup souffert de la mise entre parenthèses des accompagnements médico-sociaux, en particulier pour les enfants et les adolescents, ce qui nous a mis dans la difficulté, qui a mis beaucoup de familles en difficulté, et cette erreur, elle n'a pas été commise une seconde fois par les autorités lors du second confinement. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, là où ça s'est bien passé, donc dans le moyen terme, sous-estimer les effets des PTSM, là où les interlocuteurs avaient travaillé de façon structurée et structurante précédemment. Ça a permis d'aborder, y compris avec l'hospitalisation privée sur certaines agglomérations, plus facilement des logiques d'entraide, de parcours ou de processus. Ensuite, et ça a été signalé, la difficulté de cette adaptation, qui est à la fois l'opportunité et la nécessité de le faire pour des motifs généraux, mais qui tiennent, effet d'accélération, à la crise Covid, elle est rendue aujourd'hui plus difficile, on le sait, et ce n'est pas propre à la psychiatrie, mais ça peut être aggravé à certains endroits par la difficulté des recrutements que nous connaissons tous de paramédicaux, et qui vient, dans notre discipline et pour nos établissements, s'ajouter à un paysage médical dont on sait qu'il était précédemment structuré. Pour conclure, et si je regarde la prospective à plus long terme, puisque je pense qu'on peut capitaliser sur tous ces éléments-là, mais partir dans des directions aujourd'hui qui ne sont pas complètement affirmées, complètement cadrées, je pense que la crise Covid, quand on s'écoute tous les uns les autres, sera quand même été, malgré la crise, un assez formidable accélérateur de temps. Alors, c'est peut-être opportuniste de le dire comme ça, mais on voit bien qu'il y a des effets d'accélération, y compris pour éviter les effets délétères de toute crise.
C'est-à-dire qu'on voit qu'elle vient accélérer et amplifier la mise à nu de défauts de conception de notre système de santé qu'il faut corriger et qui ne sont pas forcément propres à la psychiatrie, mais qui peuvent être exacerbés dans le champ d'activité qui est le nôtre. Et puis le fait que la crise de la psychiatrie, je m'en vais le répétant depuis quelques années, à force de ne pas avoir été traitée, elle est devenue systémique, ce qui fait que toutes les parties du tout se tiennent et qu'il faut toutes les traiter. Et c'est bien l'enjeu d'une politique pour le secteur d'activité qui est le nôtre, pour notre discipline, en étant capable de concevoir, parce que c'est incontournable, la psychiatrie dans ses liens à la santé mentale et pas l'un sans l'autre. Or, on oppose souvent évidemment l'un à l'autre. Et donc, si on regarde les compartiments en quelque sorte, pour parler comme ça, qui seraient à traiter, on voit bien qu'on parle, et je vais conclure, de santé publique et de prévention. On parle de première ligne en santé mentale, et je pense que c'est une clé de lecture majeure des assises, quand on regarde les dispositions qui sont prises à l'issue des assises, plus que sur la psychiatrie ou nos hôpitaux eux-mêmes. Mais faut-il effectivement se féliciter du fait que la question de la structuration de la première ligne, dont les lacunes et les limites nous met systématiquement en difficulté, commence d'être affrontée, avec notamment, par exemple, la question des psychologues. Il en va aussi, mais là je pense que je ne parle pas que pour la psychiatrie, de la question des métiers, des compétences. Bon, ces sujets sont centraux pour nous, mais si on élargit la question à la refonte qui me paraît nécessaire du cadre de la fonction publique hospitalière, comme des politiques RH médicales et paramédicales de nos établissements, je suis convaincu que la crise, avec ses effets conjoncturels mais structurels, qui viennent aggraver ou confirmer des situations structurelles qui sont des phénomènes, y compris de transformation sociale ou de nos sociétés développées dans la durée et qui vont s'accélérant, ces sujets-là, ils sont devant nous. Ils le sont notamment en psychiatrie, évidemment, mais je pense que médecins et directeurs d'autres disciplines, d'autres spécialités, d'autres secteurs pourraient dire la même chose que moi. Il en va également, dans le futur système d'allocation de ressources, de la juste allocation des ressources et de l'équité de l'allocation des ressources, en rappelant qu'effectivement, aujourd'hui, la prévalence des pathologies psychiatriques est au premier rang de toutes les pathologies et que les résultats ne sont pas bons en termes de comorbidité, d'espérance de vie en bonne santé ou d'espérance de vie tout court, de délai du repérage et du diagnostic, etc. Nous avons encore d'immenses progrès à faire, nous sommes prêts à les faire, mais faut-il avoir les moyens de le faire à un moment, effectivement, où les recrutements deviennent difficiles. Il y a également la question de la recherche, de l'innovation. On le voit bien à travers les données qui sont présentées par Vincent Laprévotte, on ne sait documenter les choses que si on s'assoit sur un socle de recherche qui soit digne de ce nom, et là aussi, ça figure parmi les priorités. On voit bien qu'au bout du compte, il en va d'une réforme de fond qu'on doit poursuivre, qu'on doit amplifier, de la psychiatrie des adultes, des personnes âgées et des mineurs, parce que, ce sera le mot de la fin, et Christophe l'a évoqué, nous vivons cette crise, nous en vivrons certainement d'autres, et on l'évoquait l'autre jour. Je parle sous le contrôle des cliniciens, et en particulier de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On voit bien combien, de plus en plus, et moi ça me frappe depuis quelques mois, et ceci vient se surajouter à la crise Covid, on nous parle, pour les enfants et les adolescents, des effets de la crise climatique, à la fois les effets traumatiques d'événements ponctuels qu'on voit dans les médias quand on ne les vit pas directement, qui se vivent aussi ou là, et puis de l'effet d'éponge, en quelque sorte, de ces populations-là, face à ce qu'ils entendent sur ce qui pourrait être leur avenir. Et je pense qu'effectivement, la crise Covid, elle n'aura de valeur ajoutée en quelque sorte, et elle ne sera source d'enseignement, au-delà de, je dirais, la juste adaptation qui doit être la nôtre, qu'à la condition qu'elle nous permette d'anticiper d'autres crises dont on sait qu'elles viendront, et qu'elles seront sans doute aussi violentes en termes de nécessité d'adaptation de nos sociétés, et que sans dimension de santé mentale, on ne passera pas la barre. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette prise de parole. Alors, de mon côté, j'ai évidemment plein de questions, mais vu qu'on est un petit peu au bout du temps de notre conférence, mais on va s'autoriser un petit dépassement, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser ? Pas pour le moment, alors je vais poser peut-être une... Oui, pardon. Quelques remarques. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et à travers vous saluer la communauté hospitalière qui évolue et qui exerce dans le champ psychiatrique et de la santé mentale.
parce que ça s'est peut-être moins vu, même si ça s'est vu à partir du deuxième confinement, vous y avez fait allusion, de la deuxième vague, mais la communauté a été extrêmement mobilisée pour à la fois assurer la continuité des soins, et c'était loin d'être aisé, et puis surtout, vous avez été très réactifs pour alerter sur la nécessité de maintenir toutes les structures ambulatoires de prise en charge du parcours de soins des patients psychiatriques, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais heureusement que quasi 80% des patients suivis en psychiatrie le sont d'abord dans leur environnement et chez eux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, au regard de ce que vous avez évoqué, certes, les pratiques évoluent, vous disiez qu'il va falloir s'adapter à ces métiers, à l'organisation et à ces nouveaux métiers, mais je crois que fondamentalement, il y a un enjeu de formation. Vraiment, je pense qu'il est temps d'avoir un contenu pédagogique à la hauteur à la fois de l'évolution de la science, mais aussi des attentes. Et je pense particulièrement aux professions paramédicales. On peut aussi évoquer la profession de psychologue. Mais je crois qu'il faut véritablement se pencher sérieusement sur le contenu pédagogique et renforcer cette formation des professionnels de santé. Et je voulais avoir votre sentiment sur cet aspect-là. Merci. Tu me permets de réagir le premier spontanément, parce que ce sujet nous tient à cœur et je pense qu'il est aussi partagé. L'histoire des 2 dernières années, c'est que le sujet, on a commencé de l'aborder par le haut avec les IPA, dans un travail avec la DGOS et le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça n'a pas été rien pour y arriver, parce qu'il y a des enjeux de compétences qui sont aussi des enjeux de vision de la psychiatrie, de la clinique, etc. Au même moment, ça a remis en exergue, moi je parle pour mon précaré, le fait que, indépendamment du temps qui est dédié en formation initiale, on va parler des infirmiers, mais on pourrait parler évidemment d'autres métiers, d'autres catégories, mais on n'a pas le temps. Au-delà du temps qui est dédié, de la maquette, on doit faire évoluer les contenus, encore dans beaucoup d'IFSI, de la formation paramédicale à la psychiatrie, à la santé mentale, parce que ces contenus sont souvent datés. Et on a notre responsabilité, et les universitaires en particulier, parce que les maquettes sont à construire, et en général, les directeurs et directrices d'IFSI sont demandeurs. Troisièmement, on sait que le dossier des IPA, il a été pollué par la question de l'année de spécialisation. Moi, je pense que ce sujet, il ne faut pas le passer par perte et profit. C'est ce que j'aurais fait il y a quelque temps en disant c'est perdu. Je pense qu'il faut y revenir. Est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est 6 mois? Je pense qu'on a besoin de conforter la formation initiale en psychiatrie et santé mentale, parce que les contenus évoluent, les choses deviennent plus complexes, parce qu'on ne peut pas uniquement, je le répète, penser la psychiatrie sans la santé mentale et sans les effets d'environnement. Plus on s'ouvre et plus on travaille avec les autres qui sont les nôtres. Et puis, moi je l'ai dit l'autre jour aux délégués ministériels, c'est une proposition que porte l'ADESM. Alors ça impacte d'avoir défini au préalable les contenus, et je pense que le contenu, il doit, avec les universitaires, se caler, se cadrer à l'échelle nationale et non pas établissement par établissement ou territoire par territoire, sinon c'est perdu. Chacun tire la couverture à soi et on n'avance pas. J'en ai fait l'expérience personnellement dans ma région. On a essayé, mais on a échoué. Parce que les établissements, notamment, même si on a vu les effets bénéfiques de ce qui s'est passé pendant la crise, alors essayons peut-être de capitaliser justement sur ces pratiques-là, ont tendance à beaucoup raisonner en restant centrés sur leur territoire, leur précaré, dans des logiques d'autosuffisance qu'il faut absolument dépasser. On verra le sujet redoutable de la gradation des soins dans les mois et les années qui viennent. Pour rester sur le sujet, je pense qu'il est impératif qu'on remette en place, comme ça a été le cas il y a une grosse décennie, mais avec des contenus modernisés et sécurisés, des formations d'adaptation à l'emploi, qui fassent sans doute l'objet d'un plan national. Nous, au Vinati, on a remis l'ouvrage sur le métier, avec les universitaires et les cliniciens qui travaillent avec eux, ce n'est pas uniquement des schémas universitaires, ce serait péjoratif pour tous les autres médecins, avec la direction des soins. Et ça veut dire, à titre d'exemple, d'autres le font, qu'on a 100 heures environ de formation des nouveaux professionnels sur un cycle de 3 à 6 mois, et qu'aujourd'hui, en l'état des compétences acquises par les nouveaux professionnels, et là encore, ce n'est pas péjoratif quand ils arrivent en psychiatrie, soit parce qu'ils sortent des écoles, et ça montre bien les limites des formations initiales, ou qu'ils arrivent d'autres disciplines et spécialités, on voit qu'on a l'impératif de les former, et de les former en particulier à ce que sont les nouveaux schémas de soins, et sous le contrôle des cliniciens,
ce que sont les évolutions de la clinique elle-même, telles qu'elles agitent nos établissements, qui sont pour moi parfaitement capables de s'y adapter, pour peu qu'on s'en donne les moyens et qu'on leur en donne les moyens. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Alors, pour ajouter juste oui. un tout petit point par rapport à la question de la formation qui me semble importante, moi je vois deux axes d'amélioration. D'abord, par rapport aux personnes qui sont en formation en tant que professionnels de santé, il me semble qu'il y a un point qui est absolument primordial, une prise de conscience qui est absolument primordiale, c'est que quel que soit le point d'où on regarde au fond les soins, quoi qu'il en soit, allez, 20 à 30% de l'activité de soins concerne des personnes qui ont des troubles psychiques. Qu'on se place dans le cabinet d'un médecin généraliste ou bien dans le bureau d'accueil d'un infirmier des urgences, voilà, 20 à 30% concernent des personnes qui ont des troubles psychiques. C'est une prise de conscience fondamentale. Et le deuxième point, qui est plus une question de santé mentale qu'une question purement de psychiatrie, c'est certainement l'amélioration de l'abord relationnel des patients dans toutes les professions de santé. Ça, on a encore un très très gros travail. Ça ne concerne pas du tout que les questions de troubles psychiques, mais on voit qu'à l'occasion de cette crise, cet abord relationnel, la question au fond d'une certaine forme de psychologie médicale est absolument fondamentale. Bonjour. Alors, merci pour vos interventions. D'abord, un élément, c'est qu'en fait, évidemment, là, c'était centré surtout sur les hospitalisations et sur l'urgence. Pas du tout d'informations, enfin, en tout cas, à ma connaissance, sur la coordination libérale, sur l'impact en libéral de la crise Covid et de la santé mentale, là, pour le coup, vraiment au sens large, puisque vraiment, là... peut-être que du coup, ça va déstigmatiser un peu la santé mentale, ce qui serait top. Après, sur la question de la formation, on voit qu'il y a une hétérogénéité, même de la formation des psychiatres en France, qui est complètement inacceptable. Par rapport aux autres professions médicales, il y a un écart, mais ce n'est pas possible, ça. Hein, donc, pour les patients, pour les familles, ils ne s'y retrouvent pas. L'inégalité des soins, de l'accès aux soins pour s'y retrouver, parce que c'est aussi un marasme, l'organisation des soins en psy, c'est quand même assez compliqué. Donc là, il y a effectivement à remettre vraiment sur la table la formation de tous les professionnels de santé, avec le fait qu'il faut une exigence minimale sur tout le territoire. Hein, c'est bien, les IPA, c'est super, mais il faut pareil, en médecine générale, toutes les autres spécialités qui, en général, stigmatisent la psy, on est les meilleurs stigmatiseurs de la santé mentale, c'est les médecins, il faut quand même le savoir, hein, c'est quand même hallucinant, donc quand même. Et puis, évidemment, les psychiatres, parce que quand même, c'est pas acceptable qu'il y ait une telle hétérogénéité, une telle différence entre certains libéraux, certains psychiatres en CHS et des universitaires, par exemple. Donc vraiment, et puis la question de la formation continue, qui doit être peut-être beaucoup plus pratique pour justement répondre aux besoins des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes confrontés à ça au quotidien, et de les aider vraiment à voir le gradient et à avoir une première approche qui soit beaucoup plus pratique et fonctionnelle du coup. Et du coup après, plus largement, c'est la question de l'éducation à la santé mentale sur toute la population générale, de campagnes de prévention sur toute la population générale. C'est-à-dire que c'est bien, on fait le mal de dos, on parle du mal de dos par exemple, on fait des campagnes de prévention là-dessus. Quand est-ce qu'on se met à faire ça sur la santé mentale? Voilà. Merci. Quelqu'un souhaite réagir sur la question de la déstigmatisation de la santé mentale ? C'est sûr que c'est un aspect qui est vraiment important, et que à la fois il y a de la stigmatisation, je suis d'accord, au sein des professions médicales, mais c'est vrai qu'aussi on a aussi de l'autostigmatisation. Donc je pense que ça c'est aussi important de déconstruire ces aspects-là. Sur les aspects de l'hétérogénéité de la formation, aujourd'hui j'ai plus trop l'impression que ça soit si hétérogène que ça. Non, mais je parle des jeunes internes, enfin à leur. Ah oui.
Non, mais par contre, effectivement, la formation, enfin, moi-même, moi, je suis issu de l'ancien CES de psychiatrie. Donc, il est clair que ma formation n'a rien à voir, mais a vraiment strictement rien à voir avec la formation des jeunes aujourd'hui. Mais ça, je pense que c'est à peu près valable pour toutes les professions médicales, c'est-à-dire que la formation a énormément évolué. Ça, je laisserai Vincent. Alors, je suis désolé, je peux. Oui, c'est très bien. Mais je... Oui. Oui. On va laisser Monsieur Laprévotte vous répondre. Je vous invite à consulter le site du Collège national des universitaires en psychiatrie qui fournit le canevas national depuis plusieurs années, qui est indispensable à tout étudiant en médecine pour connaître la psychiatrie et qui maintenant fournit le canevas national pour la formation des internes. Et donc, depuis plusieurs années, on peut dire qu'il y a vraiment une homogénéisation de l'apprentissage de la psychiatrie. Mais c'est vrai que, comme le soulignait Christophe Schmitt, et comme vous le soulignez aussi, il faut 10 ans pour faire un psychiatre, et donc 10 à 15 ans, et donc forcément, cela met du temps à infuser. Mais je vous rassure, cela existe et de manière depuis plusieurs années, maintenant ça fait au minimum 5 ans qu'il y a un référentiel national des enseignements en psychiatrie qui est exigé pour tout étudiant en médecine. Et alors je vous assure que nationalement, on ne sort pas de cela. Dont les effets prendront, par définition, nécessiteront un certain nombre de générations pour concerner l'ensemble des psychiatres. Moi, j'aurais juste une petite question que Pascal Mariotti a évoquée en conclusion pour Madame Boivin sur la question de la crise écologique, enfin, la crise climatique, puisque on va dire en ouverture de sa conclusion, il a évoqué ça. Comment vous appréhendez, et puis évidemment la question concerne l'ensemble des membres de cette table ronde, mais comment est-ce que vous appréhendez cette question-là par rapport à notamment la question de la santé mentale des jeunes, mais également de l'ensemble de la population, sur l'apparition finalement l'émergence de nouvelles crises au-delà de la crise épidémique qui vont avoir un impact à l'avenir sur la santé mentale de la population. Moi, je crois que ce qui serait important, c'est d'avoir un discours assez responsable sur ces questions, poser les problèmes tels qu'ils se posent et pas chercher à les cacher, faire confiance à l'intelligence des concitoyens. Je pense que quand on essaie de masquer les choses, ça peut donner lieu à des théories complotistes, à de la défiance, et je pense que c'est que collectivement qu'on pourra... relever le défi, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas faire face. Ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est que je vois beaucoup d'adolescents se réfugier quand même dans les mondes virtuels face à ces questions anxiogènes. Alors avec le nouveau méta de Zuckerberg, voilà, je suis un petit peu inquiète des possibilités de fuite, en fait, voilà, chez la jeunesse. Et voilà, je pense que mes confrères ont peut-être d'autres choses à en dire. Christophe ? Effectivement, non, mais la question de la fuite, c'est vrai que on le voit souvent, enfin ça c'est un peu la tarte à la crème sur l'addiction aux jeux vidéo, que moi je vois plus comme un symptôme d'un mal-être, en tout cas dans ma pratique avec les adolescents. Et c'est vrai que la tentation qu'on peut avoir vis-à-vis de n'importe quel problème, c'est l'évitement et la non-confrontation au problème. Bon, c'est les attitudes phobiques qu'on connaît bien, mais je crois que là aujourd'hui il y a une grande ambivalence de la société. C'est-à-dire on parle des différentes COP, ça figure au journal télévisé, et en même temps on a du mal à affronter réellement les choses. Je crois que l'exemple le plus emblématique dans la crise qu'on a vécue, c'est l'histoire des masques. Où on a à un moment donné tenu un discours que les masques ne servaient à rien parce qu'il n'y en avait pas.
Et ça a été extrêmement problématique. Et d'ailleurs, on a encore les effets aujourd'hui, hein, puisque finalement, une partie de la réticence au vaccin est nourrie par cette affaire-là. Et c'est là où on voit que, d'une part, la non-vérité sur un certain nombre de choses est vraiment, peut poser des problèmes, mais en plus, elle est extrêmement anxiogène et elle nourrit l'anxiété par rapport à l'avenir, au futur. Et c'est vrai que moi, je vois des adolescents, parce que je m'occupe aussi d'une unité d'hospitalisation pour adolescents, ça fait partie, enfin, l'anxiété de l'avenir, au-delà de la question de la crise climatique, fait vraiment partie chez de nombreux jeunes qui vont mal, en tout cas, c'est cette difficulté à se projeter et de se projeter de façon positive qui est de plus en plus compliquée à soutenir. Et c'est vrai que si autour d'eux, ils ont des adultes qui, je dirais, de façon visible, sont dans l'évitement des problèmes, on ne voit pas pourquoi eux, ils ne seraient pas dans la même dynamique. Après tout, si tout le monde est dans l'évitement, ben, autant éviter, et eux, ils évitent avec les moyens qu'ils ont. Merci beaucoup. On va en rester là parce qu'on doit libérer la salle, puisque le ministre arrive dans un peu plus d'une demi-heure pour son allocution. Donc merci en tout cas à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence, et un très bon salon à tout le monde. Merci.